Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au premier débat de notre 8e édition des Grands Débats El Araki. Ce soir, nous allons assister à un débat concernant l'implication de la Russie en Syrie et si oui ou non. Cette implication sera une cause d'un déclenchement d'un conflit mondial. Et c'est ce que nous saurons ce soir avec nos deux équipes. La première année Éco A et la deuxième année Éco B. Mais avant de commencer, je voudrais, comme à l'accoutumée, rappeler le règlement des débats. Pour les débatteurs, le présentateur doit communiquer les règles du débat. Les interventions se font respectivement à tour de rôle et doivent durer au minimum 1 minute. 2 interventions successives de la même équipe ne doivent pas avoir lieu. Les interventions doivent être faites de manière correcte, évitant toute vulgarité, sarcasme déplacé ou autre forme d'irrespect. Et il faut également respecter le temps réparti pour les 2 équipes, c'est-à-dire 20 minutes. Pour l'audience, l'audience est tenue de respecter les débatteurs. Pour ce faire, il faut respecter les règles suivantes, c'est-à-dire maintenir le silence, le calme et le respect dans la salle, n'applaudir qu'à la fin de chaque intervention de manière courtoise et en évitant les sifflements, les hurlements et toute forme d'irrespect. Interdiction de quitter la salle avant la fin du débat. Ne pas monter sur scène à la fin du débat. Et finalement, interdiction d'utiliser le téléphone portable. Je vais appeler les 2 équipes. J'appelle premièrement la première année Éco A. Et la deuxième année Éco B. Et avant de tirer au sort l'équipe qui va commencer, je présente les membres du jury. Premièrement, Madame El Araki, Madame Simari, Monsieur Ohto et Monsieur Talal. Et maintenant, j'appelle le directeur pour tirer au sort l'équipe qui va commencer. L'équipe qui va commencer la première année Éco A. Mesdames et messieurs, chers camarades, honorables jury, bonjour. Notre classe première année Éco A a l'honneur d'ouvrir la 8e édition des Grands Débats El Araki 2015-2016, qui seront, je l'espère bien, enrichissants et à la hauteur comme chaque année. Je profite de l'occasion pour remercier notre cher directeur, M. Younes, qui nous donne cette opportunité pour nous exprimer librement et débattre sur cette scène. Chère assistance, au nom du groupe classe, j'ai le plaisir de vous présenter le débat d'aujourd'hui, qui a pour thème l'implication militaire de la Russie en Syrie. Cette implication, qu'on le veuille ou non, est le début d'un conflit mondial. Comme vous le savez tous, 4 ans après le mouvement de contestation de 2011, auquel le régime syrien de Bachar el-Assad a répondu par la voie des armes, la guerre a dévasté le pays. Elle a jeté la moitié de sa population hors de son foyer et a ouvert la voie à l'avancée de l'organisation islamique. Bachar el-Assad adresse à la Russie une demande officielle d'aide militaire. Ce jour même, le Conseil de fédération de la Russie approuve l'appel et permet l'utilisation des armes russes en Syrie qui débute par des bombardements contre les terroristes. Cette implication militaire russe en Syrie aurait pour objectif de soutenir les forces syriennes dont les zones où elles sont malmenées et affaiblir l'opposition pour aider les troupes gouvernementales à regagner du terrain. Mais au-delà de la lutte contre l'organisation de l'État islamique, et encore plus que la survie de Bachar el-Assad, Vladimir Poutine aurait un but inavoué de l'intervention russe en Syrie. En profiter pour atteindre un rêve longtemps caressé par les tsars russes, c'est de s'installer durablement en mer Méditerranéenne, considérée comme le plus grand axe maritime du monde dont la Russie est indispensable. Et le contrôler est un enjeu de puissance indispensable. Quant aux États-Unis, ils comptent agir en Syrie comme en Irak, mais ils ne veulent pas encourager leurs propres troupes au sol. Ils misent aussi sur un meilleur soutien aux forces kurdes et irakiennes et ils entendent équiper le rebelle syrien. De nombreux pays comme la France
appuie les États-Unis dans leur démarche, permettant à Barack Obama de compter sur une vaste coalition contre l'État islamique. La Russie, pour sa part, s'inquiète de possibles frappes américaines en Syrie hors du cadre légal international. Mesdames et messieurs, mes amis économistes, si les débats nous ont appris quelque chose, c'est bien de pouvoir débattre, critiquer et analyser. Aujourd'hui, j'en appelle sur votre esprit critique. La Russie, je le rappelle, en intervenant en Syrie, cherche ses intérêts et en faisant cela, elle conduit le monde au plus grand conflit mondial, qui le mènera certainement à une troisième guerre. Merci. Mesdames et messieurs, monsieur le directeur, chers opposants, honorable jury, bonsoir. Nous voilà devant vous pour lancer cette nouvelle édition des grands débats El Araki, avec le souhait d'être à la hauteur. Il est vrai que la tâche n'est pas facile, vu les performances réalisées par nos camarades précédents et qu'il faut toujours faire mieux qu'hier, mais ce n'est pas impossible. Chère audience, le sujet d'aujourd'hui nécessite avant tout d'être vigilant et d'éviter toute méprise et encore moins une mauvaise interprétation qui induirait à fausser le débat. C'est pourquoi nous avons décidé d'éclaircir le sujet, ce qui évitera tout quiproquo. Chère audience, nous rappelons à nos chers camarades que seule une troisième guerre mondiale est visée par l'expression conflit mondial. En effet, car le sujet n'aurait aucun sens étant donné que le terme conflit, dans son sens le plus large, veut dire mésentente, discorde, dispute, guerre. Or, ce conflit, et même mondial, a toujours existé et existera. Donc, seul l'aboutissement à une troisième guerre mondiale donnerait un sens à notre sujet, déduction que nous réfutons, mes camarades et moi, par des arguments logiques et irréfutables. L'intérêt de notre position consiste à dévoiler toutes les réalités qui se cachent derrière les coulisses. Pendant les 50 ans de guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique se sont fait face sans jamais s'affronter directement. L'équilibre de la terreur, c'est-à-dire la capacité de chaque camp à détruire l'autre avec l'arme nucléaire. En effet, cette dernière constitue uniquement une sorte de garantie contre une troisième guerre mondiale. Aimable assistance, il faut admettre que la Russie n'a fait que présenter au monde sa puissance et sa capacité à défendre son statut au niveau mondial. Il s'agit d'un jeu où les États-Unis et l'OTAN ne peuvent pas s'aventurer en négligeant la force du protagoniste, car cela signifierait le recours aux armes de destruction massive, ce qui n'est bénéfique pour personne. Nous, sans oublier que ces deux puissances qui sont bel et bien les États-Unis et la Russie se caractérisent par leur extrême intelligence. Donc il est temps de comprendre que ni la Russie ni les États-Unis ne mettront en danger leurs intérêts pour entamer un conflit qui serait sûrement nuisible pour les deux pays. Car comme a dit le grand politicien Paul Vaillant-Couturier, l'intelligence défend la paix. L'intelligence a horreur de la guerre. Fin de citation. Je vous cède la place, mes chers artistes, et merci. Chers opposants, vous qui prétendez, non en fait, vous qui affirmez que la Russie est en train d'aider la Syrie, sans rien en échange, vraiment rien du tout, vous me faites rire, vraiment. Mesdames et messieurs, je vous prie de m'écouter assez attentivement. La Russie voit la Syrie comme étant une marchandise à échanger contre les soi-disant sanctions européennes. Elle n'a strictement rien à faire contre les soi-disant sanctions européennes. Elle n'a strictement rien à faire des vies humaines, même celles de ses propres citoyens. On dit aussi que la Russie est en train de tuer que Daesh, et seulement Daesh. Alors pourquoi cette dernière bombarde tout ce qui bouge? Non mais ouvrez vos yeux, mes chers camarades. Le nombre de morts n'est qu'en train d'augmenter, non diminuer. Il est arrivé à presque 4 millions de morts, dont 2 millions de ces derniers ne sont que des mineurs, et précisément moins de 10 ans. Mais ça vous fait pas mal au cœur de voir tout ça? Et ça, c'est juste le nombre qui est dit. On ignore toujours le nombre réel. Et d'autre part, vu la faiblesse des pays européens et la division sur tous les sujets, donc la Russie compte à exploiter cette faille. Donc la Russie est en train de montrer maintenant qu'elle s'en moque du peuple syrien. Et merci. Chers camarades,
Nous sommes là pour débattre un sujet et non pas pour vous faire ouvrir les yeux. Chers camarades honorables jury, notre position nécessite une certaine analyse avec un enchaînement à la fois réaliste et logique. Et c'est ce que nous allons adopter tout au long de ce débat. Nous devons savoir qu'à chaque aide, alliance, partenariat ou même soutien entre deux États, cache des intérêts, des motivations idéologiques, stratégiques, mais surtout économiques. Détrompez-vous, chers camarades, les justifications avancées exprès ne sont que poudre dans les yeux. Ce n'est ni par pitié, ni par charité, et encore moins par humanisme. Autrement, il n'y aurait pas de misère dans le monde, ni ce fossé entre pays riches et d'autres pauvres. Les États riches et puissants proposent, pour ne pas dire imposent, aux autres leur aide et soutien, ce qui veut dire clairement leur protection afin d'en tirer profit. Matières premières si stratégiques, marché pour leur commerce et propagande pour leurs idées. Le reste n'est que baliverne. Par ailleurs, historiquement, le soutien de Damas par Moscou n'est pas nouveau. Les deux pays ont tissé depuis 40 ans des liens et des relations très fortes, avec notamment en 1880 la signature entre le soviétique Léonid Brejnev et le syrien Hafez al-Assad, un traité d'amitié et de coopération, établissant ainsi des relations et des liens stratégiques spéciaux. En soutenant Bachar al-Assad, Vladimir Poutine s'inscrit donc dans la continuité de la diplomatie russe. Moscou, qui n'exporte quasiment plus que des armes et des matières premières, trouve des débauchés dans le marché syrien. Vu la politique des Occidentaux d'intervenir en Russie, comme ils avaient fait en Irak et bien avant en Afghanistan, Poutine, conscient de l'avancée des Occidentaux et regrettant l'apogée de l'URSS, ne peut que s'imposer à cette conquête des pays des alentours. Pour les Russes, la chute de Bachar al-Assad signifie l'installation d'un régime pro-occidental qui diminuerait son influence et ses ressources, en conséquent menacerait son régime. Toutefois, et malgré toutes ces raisons logiques et légitimes, on ne peut concevoir une troisième guerre mondiale, car les deux protagonistes savent pertinemment que cela entraînera le chaos. C'est pourquoi nous constatons qu'Américains et Russes se concertent tout le temps. Et d'ailleurs, rien que dernièrement, Poutine a reçu le Qatar et l'Arabie saoudite pour trouver un compromis qui satisfait les deux. Par ailleurs, la guerre actuelle, entre-temps, permet à ces puissances d'écouler leurs marchandises permet à ces puissances d'écouler leurs marchandises de la mort avec les quintumples qu'on connaît. Elles y gagnent beaucoup, mais perdent peu. Or, jamais, au grand jamais, elles ne provoqueraient une guerre où elles perdraient tout. Merci. Bonsoir, chers camarades. Nos opposants avaient dit que la sagesse des États-Unis, de la Russie, les empêcherait de provoquer une troisième guerre mondiale. Par contre, leur sagesse ne les avait pas empêchés de provoquer la première, ni la deuxième, ni même la guerre froide. Ils ont dit qu'il y avait une ligne rouge à cause des armes nucléaires. On avait dit la même chose à propos des armes chimiques. Ça n'a rien empêché. Mon opposante qui vient de passer juste maintenant vous a donné quelques raisons, quelques intérêts de la Russie en Syrie. Je vais vous en compter d'autres, qui peut-être vont vous peuvent vous aider à vous ranger à notre parti. Donc, la première raison, le premier intérêt est, nous savons très bien que le Moyen-Orient a toujours été le lieu convoité de toute
toute l'avidité et la cupidité occidentale. Tous les pays occidentaux, dont les États-Unis et la Russie, ont toujours voulu avoir une main sur le Moyen-Orient. Et bien sûr, ça, on peut le voir à travers la présence d'Israël en Palestine, à travers ce qui s'est passé en Afghanistan et à travers ce qui se passe maintenant en Syrie. Le problème, c'est que maintenant, la Russie a décidé d'intervenir, contrairement au statut qu'elle avait adopté pendant très longtemps. Aujourd'hui, elle décide d'intervenir. Pour nous, ceci est très normal. Mais entre États, politiquement, ça signifie autre chose. C'est un message aux États-Unis, un message qui veut dire que les États-Unis ne sont plus le gendarme mondial qu'ils ont toujours été, que les États-Unis ne peuvent plus prendre toutes les décisions qu'ils veulent et violer le droit international quand ils veulent et comme ils veulent pour faire ce qui sert leurs intérêts. Maintenant, la Russie est de retour. Maintenant, la Russie a ses intérêts à défendre. Maintenant, la Russie a son mot à dire. Pensez-vous que les intérêts de la Russie soient les mêmes que les intérêts des États-Unis? Non. Alors pensez-vous que la Russie va s'arrêter et donner sur un plat d'argent le Moyen-Orient aux États-Unis ou le contraire? Le deuxième intérêt de la Russie est un intérêt très défensif, car géographiquement parlant, on peut voir que la Russie est entourée pratiquement de tous les alliés des États-Unis, dont la Corée du Sud, les pays européens, l'Afghanistan, il y a des bases américaines, la Syrie aussi, et l'Irak, et aussi Palestine maintenant, puisqu'il y a Israël. Pensez-vous que la Russie ne se sent pas en danger? Car maintenant, l'espionnage de la Russie est possible. Maintenant, les États-Unis peuvent se trouver dans chaque maison russe. Maintenant, si guerre il pouvait y avoir, les missiles américains, les missiles des alliés en général pourraient se retrouver en Russie en 1 minute. Pensez-vous que la Russie va s'arrêter devant pareil danger? Pensez-vous que la Russie va penser aux intérêts mondiaux? Pensez-vous que la Russie va penser pendant 1 seconde aux intérêts de la Syrie ou aux intérêts des États-Unis? Il n'a jamais été question des intérêts d'autres que de la Russie et des États-Unis. Nous le savons très bien. Penser le contraire serait vraiment bête. Un tel sujet ne peut que nous pousser à chercher les vraies motivations des pays impliqués dans le conflit en Syrie. Il va sans dire que tout le monde a bien compris qu'il ne s'agit nullement d'intentions uniquement pacifiques, humanitaires et altruistes, mais bel et bien une volonté ferme de déduire leurs intérêts stratégiques, idéologiques, politiques et surtout économiques, car c'est ce qui fait de les premières puissances mondiales. En effet, cette confrontation entre les deux clans, l'Occident, chapeauté par les États-Unis, et laisse par une Russie nostalgique de la grande URSS, ne date pas d'hier. Elle a toujours existé et demeurera car elle veille au maintien d'un équilibre idéologique et économique dans le monde. Quant à la dernière implication de la Russie en Syrie, et selon Thomas Junot, professeur à l'Université d'Ottawa, la Russie est venue déjà en aide depuis le début de la guerre civile, et ce, en fournissant de l'équipement, des formateurs et des spécialistes, en maintenance et en partageant des renseignements. L'accroissement de l'activité militaire russe depuis 1 mois n'est que l'augmentation de ce qui se faisait déjà. Cette recrudescence est due au fait que les Russes veulent s'imposer autant que force, dont il faut prendre au sérieux le bras de fer qui les oppose aux Occidentaux. Il ne faut surtout pas croire qu'ils le font pour les beaux yeux de Bachar el-Assad. Ils le largueraient dès qu'un compromis verrait le jour. De même, les Occidentaux ne visent qu'à défendre leur statut et leurs intérêts dans cette région du monde, étant donné ce qu'elle renferme de richesses nécessaires et même vitales pour leur économie. Tout le reste n'est que comédie, même si les conséquences paraissaient énormes et catastrophiques sur le plan humain et matériel. Ceci était calculé comme dégâts collatéraux, car pour eux, la fin justifiait les moyens. Voilà, chers camarades, la réalité. Alors, ne soyez pas dupes. Les responsables de ces puissances sont loin d'être des suicidaires ni des aventuriers, encore moins des fous furieux, prêts à appuyer sur le bouton pour en finir avec ce monde dont ils sont les maîtres. Chers opposants, pourquoi le président russe renforce-t-il son dispositif militaire en Syrie? Pour défendre l'Europe contre Daesh, comme il l'a récemment déclaré? Ou pour pérenniser une dictature menacée, comme les Occidentaux le redoutent? Ces objectifs officiels illustrent le talent des dirigeants russes pour le marketing diplomatique.
mais ne doivent pas occulter les objectifs structurels de la Russie, mais moins idéologiques et plus circonscrits. La Russie poursuit un objectif défensif séculaire, sauvegarder sa puissance navale dans les mers chaudes. La Russie veut renforcer son alliance avec la République islamique d'Iran, qui joue un rôle central dans les opérations au centre contre Daesh. Elle engrange ainsi d'autres bénéfices internationaux. Pointer la passivité des Européens incapables de traiter les causes de migration, se donner le beau rôle antiterroriste à l'Assemblée générale des Nations unies, plutôt qu'une dictature al-Assad affaiblie. La Russie veut surtout favoriser la puissance chiite émergente dans la région. La Russie veut-elle une croisade contre le djihadisme sunnite? Sans doute. Mais l'engagement des quelques centaines de soldats russes, tant demandés par Damas, ne pourra pas faire la différence face aux dizaines de milliers de djihadistes. Solidifier une ligue internationale des dictatures? Peut-être. Mais le destin de Poutine, immensément populaire, n'est pas directement lié à celui de Poutine, d'Al-Assad. Ce que la Russie veut faire en Syrie, c'est de tout simplement défendre ses clients, de ses alliés, de ses installations dans la région. Ensemble, en Syrie, la Russie défend ses intérêts nationaux et a un coût militaire et financier comme toute modeste. Vladimir Poutine est pour l'occasion moins idéologue. Merci. Chers camarades, nous respectons votre position. C'est un choix que vous devez assumer et il est légitime de faire l'impossible pour imposer son point de vue. Toutefois, je me dois d'éclairer votre lanterne, car il paraît que vos déductions sont basées sur des apparences trompeuses et des interprétations erronées des faits. Cette guerre que vous voyez imminente, chers camarades, ne peut avoir lieu en aucun cas, car vos déductions sont faites à la hâtive et à partir d'interprétations présentées à dessein aux populations crédules et dépourvues d'esprit critique pour masquer les vraies intentions et motivations des protagonistes. Ce sont des apparences trompeuses qu'une personne avisée et réfléchie ne peut concevoir. Chère audience, Barack Obama a déclaré, je cite, « La guerre en Syrie ne doit pas tourner en une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie. » Fin de citation. Comment ne pas prendre cette déclaration comme un aveu du président américain? Car, en effet, c'est une guerre par procuration. Les Arabes sont manipulés et ils sont armés de deux parts, par les deux clans, l'Est et l'Ouest. Les faits et la réalité prouvent le contraire de cette déclaration. Il s'agit bel et bien d'une guerre par procuration entre l'Occident et Russe. Poutine a déclaré de son côté au Corriere della Sera, je cite, « Je voudrais dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur de la Russie. Le monde a tellement changé que les gens de bon sens ne pensent pas imaginer un conflit d'ampleur aujourd'hui. Nous avons d'autres choses à faire, je peux vous l'assurer. » Fin de citation. Ici, chers camarades, Poutine nie fermement toute pensée à propos d'une éventuelle guerre mondiale et justifie cela de manière claire, réaliste et logique. Chers camarades, les citations parlent d'elles-mêmes. Merci. Chers opposants, voici ce qui explique l'envie soudaine de François Hollande à bombarder la Syrie, et non les islamistes. Cette dernière ne veut pas voir ses copains djihadistes se faire massacrer par la Russie. Voilà ce qui mènera à un conflit mondial contre ces deux dernières. Et cela, on peut déduire deux choses. La première, que j'ai déjà expliquée, c'est que la Russie voit la Syrie comme une question de stratégie, non de principe. En deuxième position, c'est qu'il est très prédit qu'une guerre s'annoncera. Et cette dernière, j'aimerais l'intituler « Mesdames et messieurs, la troisième guerre mondiale ». Et comme l'a prédit Obama dans son discours, il y a juste une semaine de ça, sous le titre de « La diplomatie ou la guerre bientôt ». Il alerte dans ce dernier que certains aux USA veulent attaquer l'Iran, d'où risque le conflit mondial impliquant la Russie, l'Europe et la Chine. Et oui, chers opposants, la Chine aussi. C'est la nouvelle la plus surprenante. D'une manière, la Chine a commencé à renforcer sa présence militaire près des côtes syriennes. Cependant, la Chine ne compte pas s'arrêter là. Les avions de combat chinois se joindront aux frappes aériennes russes en Syrie.
Tout semble indiquer que l'on s'en dirige vers une intervention militaire chinoise aux côtés de l'armée russe. Et ce qui le prouve, c'est que le porte-avions chinois C-16, accompagné d'un croiseur daté de missiles guidés, qui a bougé il n'y a que 3 jours de ça. Et il vient d'arriver dans le port syrien à Tartous. La Chine a aussi annoncé qu'ici novembre, des avions G-15 seront déployés. Nous savons tous que la Russie, la Chine, les États-Unis et l'Europe ne sont que des forces mondiales. Et vous osez penser et dire qu'il n'y aurait pas de guerre mondiale. Excusez-moi. Et pour terminer, j'aimerais dire, est-ce que vous faites les inconscients ou vous êtes vraiment des inconscients? Et merci. Chers camarades, nous savons tous par les médias que l'aviation russe est impliquée effectivement en Syrie. Comme nous sommes tous au courant de la présence de l'Occident menée par les États-Unis dans le même conflit. Mais nous savions aussi que ce conflit ne date pas d'aujourd'hui, que ce que les médias tentent de présenter comme le glas pour une prochaine apocalypse pour se faire vendre n'est qu'une simple comédie, que les puissances jouent pour berner les populations crédules. Heureusement, les peuples ne gobent plus tout ce que la désinformation leur propose. Comment peut-on imaginer que ces puissances pourraient penser à faire usage de leur armement fatal, qui ne peut qu'engendrer la fin de ce monde où elles sont les maîtres? Si les responsables, dans le passé, furent somnambules et peu clairvoyants pour être à l'origine des guerres mondiales précédentes, ceux d'aujourd'hui sont calculateurs, rusés et pragmatiques. Ils savent ce qu'il faut faire pour défendre leurs intérêts et connaissent pertinemment leurs limites. D'ailleurs, n'oubliez pas, chers opposants, que des rencontres sont fréquentes entre ces puissances. Est-ce pour des compromis, pour des solutions qui ne visent nullement la paix dans la région, encore moins le bien-être des populations, mais simplement leurs intérêts économiques et stratégiques? Alors comment pouvez-vous penser que ces puissances peuvent admettre le fait de tuer la poule aux œufs d'or? D'ailleurs, on a constaté un certain nombre de concessions de part et d'autre concernant les positions de chaque clan qu'on croyait à tort irréversibles. Les États-Unis, la France, la Turquie et d'autres qui étaient catégoriques et refusaient et exigeaient pire encore le départ de ce dictateur sanguinaire. Les voilà maintenant astreints à revoir leur position. N'est-ce pas là, mes chères audiences, mes chers opposants, la grande preuve de marchandage au profit de ces puissances? Et merci. Chers camarades, laissez-moi tout vous expliquer. Dès le premier jour, comptant du 30 septembre au 1er octobre, 28 sorties ont été menées par l'armée russe, dont 8 sorties nocturnes. Résultat, en moins de 12 cibles qui ont été totalement détruits. Ces derniers jours, les frappes ont continué à être aussi efficaces et les Russes n'ont toujours pas enregistré la moindre perte. Or, les unités de l'État islamique aujourd'hui sont devenues une véritable armée grâce à l'aide et au soutien américain, ont des équipements solaires plutôt très efficaces pris sur l'armée iranienne. La coalition antiterroriste menée par les États-Unis, qui comprenait également le Bahreïn, la Jordanie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, a attaqué les positions d'État islamique durant toute une année. Pendant tout ce temps, selon un rapport du Pentagone, la coalition a réalisé plus de 2000 sorties, surtout en Irak. Au prix d'énormes efforts, la coalition a réussi à chasser les militants de l'État islamique hors de Bagdad. Militants qui étaient séparés de leur avant-garde de 300 km environ et a récupéré à peu près le tiers du territoire irakien capturé par les terroristes. On entend souvent dire que tous les chemins mènent à Rome. Mais le sujet d'aujourd'hui s'enfuit carrément de ce dicton, car vous avez choisi le chemin de la désinformation, qui n'est certainement pas crédible, alors que notre chemin est tout à fait différent, car nous sommes et vous êtes des économistes, ce qui en principe devrait nous inciter à être plus réfléchis et pragmatiques. Selon vous, c'est quoi un vrai économiste? Je vous répondrai tout simplement qu'un vrai économiste se base sur la raison, l'analyse et la logique, car comme le dit le grand cinéaste David Lynch, il y a une logique dans chacun de mes films, mais l'important, c'est votre logique à vous. Maintenant, chers camarades, analysons un peu les choses et soyons réalistes. Personne ne peut nier les intérêts de la Russie en Syrie. Cette dernière
était et sera toujours le partenaire de poids pour la Syrie, indique Canel Blanc, spécialiste de la Russie sur RFI. Depuis 2005, les échanges entre les deux pays se sont envolés, atteignant le pic de 2 milliards de dollars en 2008. Les Russes possèdent aussi des intérêts énergétiques en Syrie. Il y a plusieurs acteurs russes qui exploitent du pétrole et du gaz. Un grand jeu énergétique se joue là-bas, précise Julien Lossetti. Et là, nous constatons que l'objectif principal n'est pas tant de monter une coalition contre l'État islamique que de sauver Bachar el-Assad, le garant des intérêts stratégiques russes en Méditerranée orientale et au Proche-Orient. N'oublions pas que la décision de Barack Obama de déclarer la guerre à la Syrie ne vient pas de nulle part. Elle est le résultat d'une série de facteurs qui, du point de vue du président des États-Unis, constituent une dernière tentative pour éviter la fin de l'hégémonie unilatérale. L'hégémonie des États-Unis dans les domaines politiques, militaires, économiques et culturels à l'échelle de l'Empire américain sur le monde. Il est clair de déduire que ces deux puissances, les États-Unis et la Russie, ne pourraient guère et en aucun cas laisser leurs intérêts pour une confrontation directe et fatale qui n'engendrerait que la fin du monde et par là même la perte de leur statut de première puissance. Ils ne sont pas aussi bêtes que ça. Chers opposants, en ce cas, pourquoi la Russie a-t-elle tardé à s'impliquer militairement? La Russie attendait que le moment soit favorable sur le plan géopolitique. Les États-Unis en position de faiblesse à l'extérieur, car ils entrent en campagne électorale. Barack Obama a tout fait pour se désengager les États-Unis d'Iran et d'Afghanistan. Ce n'est pas pour se lancer dans une aventure militaire en Syrie. Quant aux Européens, ils souhaitent que leur conflit s'arrête, quelle que soit l'issue, y compris le maintien au pouvoir de Bachar el-Assad pour une période de transition politique, qui est évidemment appelée à durer. L'accord sur le nucléaire iranien a été entériné, ce qui laisse plus de marge de manœuvre à Téhéran pour également intervenir en Syrie. Et en Iran. Pour également intervenir en Syrie et en Iran, comme en témoigne l'annonce d'une coordination entre Téhéran et Bagdad, Damas et Moscou contre Daesh, prélude à une coalition concurrente de celle mise en place par les États-Unis. Sur le plan antérieur, le gouvernement syrien est fragilisé. Son armée fatiguée est réduite par des pertes qu'il ne parvient pas à compenser par les recrutements. Et au niveau local, la menace d'une attaque des rebelles sur l'attaqué au nord de la côte méditerranéenne, où précisément la Russie veut installer ses bases militaires, a obligé Vladimir Poutine à réagir. Il fallait aussi que Bachar el-Assad soit en position de faiblesse pour qu'il accepte les conditions russes. Car jusqu'à présent, même s'il était dépendant de la Russie pour son approvisionnement militaire, il refusait l'installation de ses troupes russes sur son territoire. Question de fierté. Merci. Mes chers camarades, les États-Unis n'ont pas le temps ni l'argent pour entamer un conflit avec la Russie, ou plutôt à la déclarer. Réfléchissons bien, si une troisième guerre mondiale devait avoir lieu, n'aurait-elle pas pu être déclenchée quand les Russes ont... n'aurait-elle pas pu être déclenchée quand les Russes ont violé l'espace aérien turc, sachant que cela constitue une violation contre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, connue sous le nom de l'OTAN. Cette question a été posée même par un journaliste de renom qui a intitulé son article comme suit, je cite, « Les tensions militaires en Turquie et Russie pourraient-elles être l'étincelle qui provoque un clash entre l'OTAN et Poutine ?» Nous pouvons évidemment renforcer cette position, puisque le rôle de l'OTAN est de défendre chacun de ses membres en cas d'agression militaire extérieure. Ceci nous conduit à affirmer que si l'OTAN s'abstient à défendre la Turquie lors de cette violation russe, c'est qu'elle n'a pas jugé cela aussi grave pour qu'elle déclenche des hostilités vis-à-vis de la Russie. Et pour corroborer cette position de neutralité de l'OTAN, nous souhaiterions mentionner qu'un précédent rapport avait complètement démenti le survol de la Russie dans l'espace aérien turc. On a même insinué que c'était les États-Unis qui poussaient la Turquie à diffuser cette propagande. Par ailleurs,
Pour vous permettre, vous, chers auditeurs et jurys, de vous situer dans l'histoire, je me permets de redéfinir ce qu'a été la guerre mondiale dans l'histoire, la guerre froide dans l'histoire contemporaine. En effet, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide a débuté aux alentours de 1947 et s'est affaiblie aux alentours de 1989. C'est la période des tensions et des confrontations idéologiques et politiques entre les deux superpuissances qui furent les États-Unis et l'Union socialiste soviétique, l'URSS. C'est dire que si une troisième guerre pouvait avoir lieu, n'aurait-elle pas pu être déclenchée en ce moment et non pas C'est dire que si une troisième guerre mondiale pouvait avoir lieu, n'aurait-elle pas pu être pendant la guerre froide et non pas en ce moment? Car à l'époque, les clashs étaient beaucoup plus intenses. Exemple, le canal de Suez, le printemps de Prague, etc. Pour conclure, il est utile de rappeler, cher auditoire, que l'équilibre des forces qu'avait vécu le monde pendant la guerre froide est désormais de retour et qui nous permet d'éviter toute éventualité de guerre mondiale. Cela revient à dire qu'à chaque acte d'agression commis par les USA, la Russie se dressera contre celle-ci, comme nous le constatons en ce moment dans le conflit syrien. Merci. Chers camarades, juste dernièrement, Poutine met en garde les États-Unis contre toute attaque de la Syrie, tout en proposant une coalition antiterroriste alternative, du fait que l'État islamique menace directement la Russie à travers ses républiques musulmanes du Caucase et par ses nombreux immigrés clandestins. Ou non, Vladimir Poutine observe l'expansion de l'État islamique sunnite à quelques enclavures des frontières de la Russie d'un très mauvais œil. Les rapports extrêmement troubles entre les États-Unis et l'État islamique d'une part et la Turquie, le Qatar, l'Arabie saoudite d'autre part n'échappent certes pas à la diplomatie russe, surtout maintenant que la coopération entre la Turquie et les États-Unis est en train d'accentuer la pression contre l'État syrien afin de partager les terres et les ressources syriennes. C'est dans ce contexte que Vladimir Poutine lance un grand pavé dans la mare islamo-occidentale en proposant une autre alliance pour lutter contre l'expansion islamiste, ce qui prend à revers les relations troubles de la coalition islamo-mondialiste avec les bandes terroristes islamistes. Vladimir Poutine oppose aux actions aériennes inefficaces sous commandement américain de la coalition alliée et décide d'interroger une large coalition de forces terrestres incluant les armées syriennes et irakiennes, les forces kurdes et celles d'autres pays de la région, parmi lesquels on peut penser l'Égypte du général al-Sisi ou l'Iran. Merci. Monsieur le directeur, mesdames et messieurs, honorables jurys, nous avons veillé, mes camarades et moi, à présenter, comme vous l'avez certainement constaté, des arguments de diverses natures, basés sur une analyse objective et logique. Nous avons puisé nos informations de sources neutres et fiables. Maintenant, nous voulons conclure avec une analyse de nos constatations des événements à travers l'histoire concernant ces conflits entre l'Occident et l'Est. Chère audience, ce bras de fer existe depuis des décennies et ne vise uniquement que garantir la position géostratégique de chaque clan, et ce, en défendant ces espaces vitaux qui assurent son essor économique et sa position de puissance mondiale. Il est vrai que, par le passé, certains conflits ont été à l'origine des deux guerres mondiales. On doit savoir que ni les moyens utilisés à l'époque, ni les systèmes ne sont les mêmes, encore moins les dirigeants qui furent. Comme l'a qualifié un politologue de somnambule. Aujourd'hui, il s'agit d'armes de destruction massive. Et les dirigeants de stratèges réfléchis, conscients et calculateurs. Ils sont conscients et convaincus qu'une guerre mondiale constituerait inévitablement non pas la résolution des problèmes, mais la fin de ce monde sur lequel il règne en maître absolu. Réfléchissons un peu. Si l'arme nucléaire constitue vraiment une issue au conflit dans le monde, Israël,
petit pays, le plus menacé vu sa situation géopolitique, aurait utilisé ce moyen fatal. De même, l'Inde avec le Pakistan. Or, tout le monde est conscient de la gravité de cette arme. C'est pourquoi on s'arrange pour trouver toujours des compromis lors des conflits qui utilisent souvent des guerres classiques et n'aboutissant jamais à une guerre mondiale. Alors, rassurez-vous, chers camarades, car il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, car il n'y a pas de Néron ni d'Hitler. Merci. Bonsoir. Je pense que c'était vous qui avez dit que Barack Obama avait dit quelque chose à propos d'un entretien fructueux. Il faut savoir que c'est du langage politique. Quand on sort d'un entretien, on dit que c'était un entretien très fructueux. Comme quand on sort de l'école et que tes parents te disent « ça s'est bien passé », tu dis « oui, j'ai très bien compris ». C'est pas vrai, c'est pas ce qui s'est passé. N'empêche, tu le dis. Ça s'appelle du langage politique. Justement, la raison, l'analyse et la logique engendrent nos pensées à nous. Parce que, après avoir bien raisonné et analysé tout ce que nous avons entendu dans les informations, nous disons tout simplement que la Russie et les États-Unis sont dans ce qu'on appelle une contradiction d'intérêts. C'est très simple. Moi, je vais vous donner un peu la synthèse de ce que mes camarades ont fait dans les détails. D'abord, je veux vous poser une question. Je n'arrive pas à croire comment est-ce que nos chers opposants arrivent à voir un événement aussi important que l'intervention de la Russie aujourd'hui et maintenant en Moyen-Orient comme une coïncidence, un hasard ou quelque chose de très facile. Justement, ce qui s'est passé en Première Guerre mondiale, en Deuxième Guerre mondiale, en ce qui concerne les armes, etc., oui, ça a changé. Mais justement, aujourd'hui, c'est un moment qui est vraiment très, très important, parce que très, très dangereux. Vous savez pourquoi? Parce que les coalitions qui ont été formées, que nous avons déjà vues dans la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et ainsi que la guerre froide, sont de plus en plus dangereuses, parce que de plus en plus fortes. Quant à la possibilité de résoudre ce problème dans une entrevue ou plusieurs, eh bien mes camarades et moi ne pensons pas cela. Parce que si les États-Unis et la Russie voulaient régler ce problème, ils l'auraient fait depuis longtemps, mais ils ne le veulent pas. Parce que justement, c'est la guerre impérialiste, comme ça l'a été depuis 1914. En ce qui concerne les raisons humanitaires, l'aide à la paix et qu'on a mal compris, ce qui veut dire qu'on a mal compris les informations, etc., eh bien, je ne pense pas que ce soit vrai. Vous savez pourquoi? Parce que les intérêts de la Syrie, les aides humanitaires, etc., ça n'a jamais compté, ça n'a jamais été vrai. Après tout, les aides humanitaires, les raisons de paix, les envies d'aide à la civilisation ont mené le Maroc à la colonisation en 1912. Mes chers camarades, prenez un moment, réfléchissez. Est-ce que vous pensez, déjà, prenons un exemple, vous, si jamais vos intérêts étaient menacés, auriez-vous laissé tomber et dit, c'est pas grave, c'est pas tellement grave, ça se passe tous les jours? Non. Peut-être oui, mais justement, ce n'est pas de vous qu'on parle, ce n'est pas de personnes normales, ce sont des forces mondiales, c'est-à-dire des millions de personnes. On ne peut pas menacer les intérêts de la Russie et s'attendre à ce qu'elle reste neutre, ou les intérêts des États-Unis et s'attendre à ce qu'ils restent neutres. En fait, je veux vous rappeler que François Hollande et Barack Obama ont mis une condition sine qua non à la résolution de ce problème. C'est que Bachar el-Assad quitte le pouvoir. La Russie ne peut pas laisser Bachar el-Assad et avec lui tous ses intérêts. Un peu de